Cet épisode est commandité par la Fondation Jasmin-Roy. Aujourd'hui, la Fondation Jasmin-Roy Sophie Desmarais t'invite à aider un ami à prendre des nouvelles de tes proches et à ouvrir le dialogue avec un inconnu. Pour tout savoir sur les saines habitudes de vie émotionnelle et relationnelle, visite fondationjasminroy.com. Bonjour à tous, comment allez-vous? C'est le fun! Mais c'est le fun! Comme dirait le chanteur de Metallica, yeah, yeah! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hein? On a un bon début de saison et on continue ça avec un nouvel invité cette semaine, Monsieur Martin Gélina. Et l'épisode qui suit a la particularité d'avoir été enregistré à Calgary, Alberta. Yes, you do. Oui, j'ai enregistré cet épisode à Calgary. Mon frère habite à Calgary, François, je le salue. Il travaille très fort sur le podcast. C'est un homme d'exception. Et un homme hors pair. On n'en parle pas assez. Frank, thank you so much. Oui, j'ai été voir mon frère à Calgary au printemps dernier, au début des séries éliminatoires. Pas à cause de ça, mais il y avait ce timing-là. C'est ça qui est le fun dans l'Ouest, c'est que vu que c'est 2 heures de moins à Calgary, tu peux voir comme toutes les games des séries. Vous allez dire, il faut que tu réorientes tes objectifs de vie. Hey, vis ta vie, je vais vivre la mienne, ok? Il n'y a pas de stress avec ça, gros big. Non, mais j'ai été voir mon frère à Calgary la semaine avant de partir en Suède pour faire la mission Forsberg. Tu veux dire celle qui est disponible sur le site internet de redsuedtape.com pour tous ceux qui veulent la procurer à ce moment-ci? Oui, celle-là. Wow, ok, genre merci pour la plug, là. Personnage d'imaginaire. Non, mais j'ai été voir mon frère parce qu'en fait, c'était la semaine avant que je parte en Suède et j'avais besoin de terminer les derniers préparatifs, préparer les entrevues, tout ce qui était les détails. Et c'est là-bas que j'étais faire ça, comme ça, une semaine où je pouvais voir mon frère et ne pas être dérangé et ne pas avoir à me soucier des spectacles et tout ça. Donc j'étais là-bas. Et c'était incroyable parce que j'ai dit à mon frère, hey, tu sais quoi, on devrait peut-être en profiter pour faire des podcasts ici, tout ça. Et il m'a dit, ok, on check ça. Et Martin Gélina, que j'ai reçu au podcast, qui est l'épisode d'aujourd'hui, est un ancien joueur des Flames et il habite encore à Calgary. Il est assistant coach, il coach vidéo pour les Flames. Et c'est assez particulier. Je l'ai rencontré le 16 avril 2018. Donc les playoffs commençaient et les Flames n'étaient pas en série. Et Martin nous a reçus au Saddledome, à l'aréna des Flames, oui, sur place. Il nous a fait rentrer, c'est pas des mineurs dans un bar, mais il nous a accueillis au Saddledome. Et le Saddledome est une aréna très connue dans la Ligue nationale pour des raisons peut-être moins bonnes, mais c'est peut-être la plus désuète, vieille et décrépite aréna de la Ligue. Ça fait des années, et là c'est revenu, c'est pour ça que j'en parle, c'est que c'est revenu dans les nouvelles ces temps-ci. Le dialogue entre la ville et l'équipe reprend pour essayer d'arriver à une entente pour construire une nouvelle aréna parce que vraiment c'est même pas comparable à par exemple Edmonton les plus récentes ou encore même Montréal qui est une très belle aréna, des belles installations. Eux ils sont vraiment pas comparables à ces équipes-là. Et il nous a fait rentrer, il nous a tout fait visiter l'intérieur, le vestiaire, les gyms, tout ça. Et dans le gym, il y avait les coachs à ce moment-là qui étaient en train de s'entraîner. Et il me dit, en fait, c'est ça, on n'a pas commencé à travailler sur la saison prochaine. Je rappelle, c'était au printemps dernier. Parce que là, il y a encore des rumeurs dans l'air. On sait pas s'il va y avoir des changements de personnel, tout ça. Ça, c'était le 16 avril. Le lendemain, 17 avril 2018, ils étaient tous clairés. Tous. Les coachs, assistants coachs. Glenn Gulotson qui était à la barre, Dave Cameron qui était assistant, toute cette gang-là était remplacée par Bill Peters et compagnie. Martin lui reste parce qu'il est comme assistant coach vidéo. C'est souvent au nouveau coach de décider s'il veut, mais bon, il est resté heureusement puis parce qu'il est pas derrière le banc en fait avec les coachs. Il est en haut en train de checker ça. Bref, très content pour Martin parce que c'est quand même une table rase. Et tout ça pour dire qu'il nous a amené. Il a dit, OK, parfait, bon, pour le podcast, où est-ce qu'on enregistre ça? Je disais, y a un endroit où on peut être tranquille? Et on a enregistré ça nul autre que dans une loge. Oui, une loge qui donne sur la patinoire. Et vous allez voir, parce que c'est assez spécial, il y a un petit peu on entend une rondelle, on entend quelqu'un pratiquer en arrière en solo et c'était Michael Backlund pas de la Suède des Flames, mais qui se préparait pour aller jouer pour la Suède au championnat du monde, championnat du monde de hockey, et la Suède a remporté le championnat, et c'était juste après que j'allais en Suède. Je pense que je suis un véritable porte-bonheur pour la Suède, et ça, c'est mon interprétation personnelle et finale, et vraiment pas contestable. Ça, c'est officiel. Bref, et donc, Martin était très, très gentil, très généreux. Il est vraiment un bon gars, vraiment, qui veut partager, qui veut
redonner aux gens et on va en parler, mais il est très, très, très gentil. Donc, je pense que j'ai tout dit. Ça fait quand même longtemps que je parle. Certains trouvent ça intolérable. Et donc, ouais. 16 avril 2018, j'ai rencontré Martin Gélina dans une loge au Saddledome. Peut-être que cette aréna-là n'existera plus dans pas longtemps. Voici Monsieur Martin Gelinas. Drette sur le tape. Avec David Bocage. Alors, je suis avec Martin Gélina. Ça va, Martin? Ça va super. Merci de ton accueil. Les gens ne savent pas parce que c'est audio, mais on est présentement au Saddledome à Calgary, c'est-à-dire l'Arena des Flames. Même qu'on voit la glace de où on est en ce moment parce qu'on est dans une loge en ce moment. Exactement. J'ai jamais eu accès à une loge aussi facilement de toute ma vie. Ah ouais. Non, mais il y a pas de monde aujourd'hui. On voulait être dans les playoffs et puis on n'est pas dans les playoffs. Mais ça vous donne une chance de venir ici puis d'être dans la suite. Puis vous avez eu la chance d'aller dans la chambre et puis de voir ça. On parlait un petit peu plus de bonheur que c'est quand même un vieux établissement et puis on est quand même limité pour la chambre des joueurs puis le gym puis tout ça. Quand tu vas dans les nouveaux centres maintenant c'est tellement plus gros puis comme à Edmonton, je sais pas si tu as eu la chance d'y aller. J'ai pas encore été mais c'est le Rexall Place là. Ouais, j'ai eu la chance d'y aller l'année passée. J'y vais demain encore. Mais c'est quelque chose de spécial. Là. C'est pourquoi demain que tu y vas? Demain, j'ai joué avec Chris Joseph à Edmonton, puis son gars, il Curtis, le gars? Chris Joseph, un défenseur. Okay. Il a à peu près mon âge. Puis son gars, il est décédé dans l'accident de Humboldt, Saskatchewan. Ah, OK, oui, ça me dit quoi, le nom? Il y a un funéraire à Rogers Place pour les 4 gars qui viennent d'Edmonton? D'Edmonton, ouais. Ouf, ouais. Tough times. C'est pas facile, ouais. Non, c'est ça. J'aurais cru que c'était pour une occasion un peu plus ludique. Non, la dernière fois que j'étais là, on était allé durant la saison. Puis l'année passée, j'ai eu la chance d'aller dans la chambre des Oilers. C'était Dave Semenko qui avait... Oui. Fait que on dirait que... J'espère que c'est pas une répétition d'année en année. Mais, une petite habitude à chaque printemps. Ouais. Dave Semenko qui est un ancien batailleur qui est décédé. C'est incroyable comment de personnes il a touché dans sa vie parce que moi, j'ai eu la chance de le rencontrer, puis c'est un homme, quand tu le regardes, il fait très, très peur. Ouais. Mais quand tu le rencontres, c'est un gentle giant. C'était tellement gentil et tellement sympathique. Tout le monde l'aimait, puis il avait un bon sens d'humour. Puis l'aréna était à moitié pleine pour son funérail. Ça veut dire qu'il a touché beaucoup de monde dans sa vie. C'est souvent le cas avec les gars qui étaient des batteurs. Ça à glace, tout le monde a peur, mais hors de la glace, c'est tout le temps les sweethearts, non? La majorité, comme tu t'as dit, exactement. Fait que ça, c'est des gros bonhommes avec une grosse personnalité qui sont en dehors de la glace. Et puis, mais sur la glace, c'est des gars qui sont capables de faire leur job. Ouais. J'aurais aimé ça aussi que vous soyez en playoff. Quoique on n'aurait pas pu te parler, sûrement, ça aurait été en playoff. Ça aurait été plus dur, ça aurait été plus dur. Mais j'aurais aimé ça venir. Je poussais pour que vous soyez en playoff pour que quand je vienne, j'ai peut-être une chance de venir voir le game, mais malheureusement, ça n'a pas fini comme vous vouliez cette annane. Non, nos stretch, nos expectations au début de la saison, parce qu'on est allé se chercher à Munich, c'est vraiment le seul morceau défenseur qu'on est allé chercher l'année passée. Puis avec la poussée qu'on a eue l'année passée, puis on avait fait les playoffs, on a dit on allait chercher à Munich, ça va nous donner une bonne chance. Et puis on était là jusqu'à temps à peu près 3 semaines et demie avant la fin de la saison. On était dans la bataille, on était dans les séries. Juste et puis pour une raison ou une autre, on commençait à perdre. On n'était pas capable de revenir dans le chemin pour gagner. Fait que ça a été 3 semaines qui n'étaient pas faciles. Ça a été difficile surtout le 10 derniers jours où on savait qu'on n'était pas pour faire les playoffs. Tu pouvais voir les joueurs étaient vraiment démoralisés, puis les coachs encore plus. Ouais, vraiment. Ouais. Comment tu gères ça comme coach quand tu dis il reste du game à jouer, on peut pas faire semblant? Glenn Gulutzan, il est vraiment... Quand j'ai eu la chance de coacher avec Bob Hartley, puis Bob, il run un tight ship, puis il a vraiment fait une bonne job, surtout pour nos jeunes ici. Et puis Glenn Gulutzan, c'est plus pour motiver les joueurs et tout ça. Puis à la fin de l'année, il trouvait des différents moyens pour le faire. Puis c'est pas facile, mais reste qu'on tous des professionnels, puis c'est ce qu'il disait, tu sais. Puis comme
Et il trouvait des techniques qui pouvaient le faire. Comme une qui est arrivée, puis quand il y a eu l'accident en Saskatchewan. Puis il a dit tous ces jeunes-là, son message avant le match, tous ces jeunes-là qui sont décédés dans l'accident, c'était leur rêve d'être dans votre stall ici pour jouer dans les nationales. Fait que on va aller jouer pour eux autres, on va aller jouer pour se donner, puis pour l'amour du hockey, parce que les autres, c'était leur rêve d'être là. Fait que il est vraiment bon à motiver les joueurs. Ouais. Est-ce que les gars embarquent dans le sens que il a embarqué le dernier match, on a gagné 7 à 1. C'est certain qu'on a eu un stretch, c'était pas facile, mais il faut toujours commencer. Tu continues à motiver les joueurs, c'est important. Et puis, surtout quand il n'y avait pas beaucoup d'espoir de faire les séries. C'est comment que tu comparais peut-être le style de Bob à Glenn, le coach actuel? J'ai eu beaucoup d'entraîneurs au cours de mes années. J'ai commencé avec Glenn Sader. Lui, c'était plus un motivateur. Glenn Sader dans le temps des Oilers. Dans le temps des Oilers. Fait que quand tu commences en tant que joueur, tu vois beaucoup d'entraîneurs, mais tu apprécies les styles comme Pat Quinn que j'ai eu, John Muckler. Pat Quinn, c'était quoi son style? Parce qu'il était là longtemps. Lui, c'était un player's coach. J'ai eu Barry Trotz à Nashville, c'est un player's coach. J'ai Jacques Martin. Qu'est-ce que tu entends quand player's coach? C'est-tu des gars, player's coach, des gars que les joueurs aiment? Oui, exactement. C'est pas aussi technicalité, c'est pas autant là. Mais reste que dans le temps aussi, la technicalité n'était pas aussi là qu'elle était maintenant. La technique de jeu et tout ça? Ben, avec les vidéos maintenant, puis et tout. Fait que maintenant, c'est tellement précis. Dans le temps, c'était plus pour motiver les joueurs, puis parler aux joueurs, puis tout ça. Puis Pat Quinn, lui, c'est vraiment quelqu'un qui était capable de s'asseoir avec toi et dire hey, qu'est-ce que j'ai à faire pour t'aider pour redevenir le joueur qu'on s'attend que... Tu sais, il était capable de parler aux joueurs puis avoir le meilleur d'eux autres. Puis Pat Quinn, c'était un comme lui. Glenn Sader, c'est quelqu'un qui était comme un petit peu... il y avait un chip on his shoulder, comment tu dis ça en français? Chip on shoulder, c'est pas ça veut dire quelque chose à prouver? C'est pas quand t'as quelque chose à prouver? Non, tu sais, comme il était... Comme j'ai eu Alain Vigneault Junior, puis c'est du monde qui sont confiants, tu sais. Pas trop confiant du moyen. T'as eu Alain Vigneault, t'as dit? J'ai eu, à Hall. Ouais, j'ai eu junior. Je pensais que c'était dire Alain Vigneault Junior. Je comme, quoi, il s'appelle Junior? Non, Alain Vigneault, je l'ai eu Junior. Fait que, lui ici, tu sais, puis c'est du monde qui sont confiants, puis il aspire la confiance d'un joueur. Puis Glenn Sader, c'est un petit peu comme ça. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, ben, il inspire ça chez les joueurs. Ouais. Puis t'allais dire, lui, hein? Ouais, vas-y. Non, mais lui, comme Vigneault, puis Sader, c'est du monde qui marchait confiant, qui parle confiant, puis tout ça. Puis quand t'es un bon joueur... vendeur. Ouais, puis le monde, les joueurs embarquent. Moi, j'ai embarqué dans le junior. Ouais. J'ai embarqué, peut-être que j'étais plus jeune aussi, puis j'ai embarqué plus facilement avec Glenn Sader. Fait que j'ai eu des bons entraîneurs, mais comme tu regardes Bob, lui, on revient à Bob, j'ai eu la chance de travailler en tant qu'entraîneur avec eux autres. Comme Bob, lui, tout était vraiment préparé. Quand tu rentrais le matin, jusqu'à la fin que tu t'en allais à la maison, tout était vraiment calculé, tout ça, puis il y avait un plan pour tout. Ou quand tu vois Glenn, lui, c'est plus comme il y a un plan, mais il va laisser aux joueurs trouver le moyen d'arriver à la destination. Ou Bob, lui... Il y a des étapes. Il y a des étapes, exactement. Glenn Sader avec son cigare mouillé dans la bouche. Ouais. Puis Pat Quinn aussi. Pat Quinn, il y a le cigare aussi, ça. Pat Quinn qui est décédé aujourd'hui, je pense. Oui, il est décédé, je veux dire, 3-4 quelques années, oui. C'était-tu le cancer? Lui, c'est le cancer. Ouais, c'était de valeur. C'est un de mes meilleurs entraîneurs que j'ai eu, Pat Quinn, ouais. Et puis, quand on est allé au funérail, c'est un gros bonhomme, et puis une grosse personnalité. Puis quand il parlait, il était respectueux tu le respectais parce que juste sa présence. Et puis, quand il est décédé, c'était décevant de le voir comme ça parce que le cancer l'a tout mangé. Ouais. Puis, il restait juste comme... la peau et les os. Oui, exactement. Tu l'as vu à la fin de sa vie? Non, je suis allé au funérail à Vancouver. Mais le corps était là? Oui. OK, c'était pas... Oui, exactement. OK.
On parlait de... Qu'est-ce qu'on parlait des séries? Je me souviens plus que je voulais te demander. Bon, je m'en souviens pas. Mais non, c'est ça, en fait, c'est ça. Il y a quelqu'un qui fait des trucs sur la glace. Ouais, c'est Michael Backlund. Est-ce que lui, c'est-tu lui, ça? Non, mais il y a l'entraîneur, je pense qu'il va aller patiner avec l'entraîneur de skill. On a un skill coach. OK. Fait que ça va peut-être faire du bruit un peu. Ah, pas de trouble. Je pense que c'est le meilleur son de fond, c'est des POC pour ce podcast-là. Good. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus approprié. Good. Fait que... Michael Backlund s'en va au championnat du monde. OK. Oui, pour la Suède. Ouais, fait qu'il se pratique un peu avant d'y aller. Fait que d'après moi, ça va être lui qui va arriver là. Ah, c'est le fun. Oh. Les gars continuent de s'entraîner, même si... c'est important. Même si... Ouais. Tu nous as montré, c'est l'autre, tu m'as montré, quand on s'est intervenu, tu m'as montré le vestiaire, tu m'as montré la chambre des bâtons, ou comme je l'appelle, le rêve, parce que c'est quand tu payes plus tes bâtons, c'est parce que tu as réussi. Puis tu me montrais ça, les bâtons. Tu vois que j'ai pas les mêmes rêves que tout le monde. Mais... les bâtons à Johnny Gaudreau qui sont des bâtons juniors. Ah, c'est incroyable. Johnny, c'est vraiment quelqu'un qui le regarde, puis c'est vraiment un bonhomme chic. Là. Il est sympathique, puis c'est un compétiteur. Ouais. Mais quand tu l'as jamais vu, puis tu le regardes jouer, tu penses qu'il est plus gros qu'il est, mais il est vraiment tout petit, puis il joue encore avec des bâtons juniors. Qui sont faits pour des enfants, là. Qui sont faits pour les intermédiaires. Ah oui, les adolescents. Là, ouais, exactement. Tu sais, qui sont encore pas aussi gros que les gros. Fait qu'il y a des petits shafts. C'est de valeur que tu n'as pas eu la chance de le voir, mais je le montre toujours au monde parce que c'est intéressant. Ouais, juste de le voir. C'est tellement léger aussi. Il a l'air de s'en tirer pas pire, je trouve, avec son bâton. Il est vraiment bon. C'est un des meilleurs joueurs à la nationale. Pour créer time and space, comment tu... pour se créer de l'espace, puis c'est ça, de time and space, se donner du temps puis créer de l'espace en rondelle pour retarder le jeu. Il va arriver à un défenseur à pleine vitesse. Il va être capable d'arrêter sur un dissous, comme on dit. Un dissous, et puis là, pendant le temps qu'il a arrêté, le défenseur a perdu 2-3 pieds. Ça lui donne la chance de pouvoir faire... la passe, le jeu. Ouais. Fait qu'il est vraiment exceptionnel de ce côté-là. C'est comment de voir ces gars-là chaque jour sa glace? Tu dis c'est quoi? C'est comme tes enfants. Je pense que tu t'es prends comme acquis des fois. Ouais. Quand tes enfants partent pendant 2-3 mois, puis tu les revois après, puis tu les apprécies encore finalement, plus. Je m'ennuyais. Ouais, exactement. Je savais pas que c'était ça, mais finalement. Mais c'est de même que ça marche. Hein. Quand tu dis que Bob Hartley était bon avec les jeunes, dans quel sens il était bon? Il leur donnait la discipline. Et puis, vraiment, il créait un programme pour eux autres, sans le vouloir. C'est comme, mettons, on avait une pratique à 10 heures. Et il disait, OK, on va avoir des drills. Il demandait à moi puis Jacques Cloutier d'aller sur la glace, puis faire des drills pour 15 minutes avant la pratique. Tu fais ça pendant une année au complet. 15 minutes avant la pratique, tu pratiques, puis après, tu restes un petit peu plus. Mais ça leur donne une bonne base pour pouvoir... Des belles habitudes pour devenir des bons professionnels. Ça, il fait-tu ça juste avec les jeunes ou avec tous les joueurs? Il demandait aux jeunes. Tu sais, Bob, il était comme Glenn, quand il dit la pratique est optionnelle, puis tu as 20 ans ou 18 ans, ou c'est optionnel. Lui, Glenn, c'est comme ça. Okay. S'il dit c'est optionnel, tu n'as pas besoin d'y aller. Okay. Si tu as 20 ans, tu dis j'ai besoin d'un break, tu n'y vas pas. Bob, lui, il était sûr que c'était optionnel, mais il disait, Martin, va voir Sam Bennett, va voir Johnny Gaudreau, va voir ça, puis dire, c'est optionnel, mais peut-être que tu devrais y aller. C'est optionnel, mais pas pour toi. Oui, exactement. Fait que Bob, il était bon de ce côté-là, parce que c'est important pour les jeunes, des fois, puis c'est des longues saisons, mais c'est important d'être sur la glace, puis pour pouvoir t'améliorer. Si tu veux jouer dans la Ligue nationale pendant longtemps, faut que tu passes beaucoup de temps sur la glace. Est-ce que les vétérans, ils aimaient autant Bob, ou justement, parce que s'il est plus exigeant pour eux? Lui, il était plus exigeant. Fait que t'aimes toujours un coach. Moi, je regarde tous les coachs que j'ai eus. Fait que, puis j'imagine que c'est la même chose pour les joueurs. C'est quand tu gagnes, t'aimes le coach. Comme Glenn, comme j'ai eu Daryl Sutter ici à Calgary. Oui. Et puis Daryl, il était pas facile. C'est ce que j'ai entendu. Il était exigeant. Mais on a gagné. Et puis moi, je l'ai apprécié. Hey, je l'ai pas aimé tous les jours, mais j'ai apprécié de gagner, par exemple. Puis un peu plus de travail ou un peu plus d'exigence, c'est quand même bon pour un joueur aussi. T'as-tu des histoires en tête qui te viennent avec Daryl? Daryl, la première histoire qui est arrivée, la première fois que Daryl est venu, puis on a eu Al McNeil qui a pris
on avait Gilbert qui s'est fait congédier, puis on avait 2 matchs où on n'avait pas de coach. Et puis Al McNeil, lui... Un ancien de la vieille, là. Bah oui, lui... Il n'a pas coaché le Canadien. Oui, exactement. Les années exactement. 60, peut-être? Oui, Al, il est toujours à l'entour aussi, puis il vient comme il est venu la semaine passée dans la chambre de nos coachs, puis il donne après chaque match qu'il regarde, il va parler de chaque joueur, puis il va donner ça au coach, Glenn Golotsson, puis il dit, OK, Michael Backlund, il est invisible ce soir. Puis il donne ses notes. Il donne ses notes. Et puis, il est vraiment bon pour les coachs. Fait que lui, c'est lui qui a pris ça pendant 2 matchs. OK. Et puis ça, Daryl Sutter, il est venu. Et ça, c'était en 2003, Richard? C'est en juste avant... Ouais, l'année avant 2004. Oui, 2003, okay. Exactement. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que Daryl est venu. Et puis, Daryl, il est vraiment... il va mettre toutes ses notes sur le bureau, sur le tableau avant le match. Il va venir de bonne heure, mettre toutes ses notes, forecheck, c'est ce que l'équipe fait. Neutral zone, c'est ce qu'ils font, tout ça. Puis il y a beaucoup de notes sur le tableau. Puis moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis ça faisait quand même des années que j'étais dans la ligue. Puis juste avant le match, vers 6-7 minutes, chaque entraîneur va venir dans la chambre. Comme Bob, lui, c'était à 6 minutes. Puis Bob, il se faisait annoncer par les trainers 6 minutes. Puis là, Bob, il marchait dans la chambre. Puis là, il disait son speech. Puis Daryl, c'était à l'entour de 7 minutes. Et puis, la première fois qu'il embarque dans la chambre, fait qu'il vient dans le coin de la chambre, il regarde tous les joueurs dans les yeux, il commence à se mettre... je peux pas te le montrer. Regarde, je vais prendre le micro. Je vais enlever le micro. Je vais décrire l'action. Fait que là, Daryl, il s'en vient dans le coin de la chambre. Ouais. Et puis, là, il commence, avec son habit, sa cravate, puis là, il commence... à regarder tous les joueurs comme ça. Il commence à cracher sur le tapis. Là, comme un gars comme de un joueur. Un ligne, ouais, comme un joueur. Et fait que là, j'ai presque parti à rire. J'étais plus capable parce que j'ai jamais vu un entraîneur qui commence à faire ça. Crachait. Mais il était... Et puis il faisait ça tout le temps, hein. Pour décrire la position que tu faisais, c'est une position de gars de ligne offensive de football. Tu t'étais mis comme pratiquement accroupi, en train de regarder les gars dans les yeux puis de cracher par terre. Il regarde tous les joueurs en me dire. Fait que là, j'étais dans mon stop et je me rappelle. Là, j'ai dit, je suis pas capable, je vais partir à rire. Mais j'ai pas ri. Puis à un moment donné, à la fin de l'année, t'étais habitué parce que c'était toujours ça qu'il faisait. Mais ça marche au début. Il était intense. Ouais. C'est juste qu'il était intense. C'était sa manière de montrer aux joueurs qu'on était prêt à aller sur la glace. Apparemment que Daryl Sutter, il parle vraiment, vraiment pas fort dans la chambre. Non, il est pas. C'est pas un criard. C'est plus. Mais quand il parle, il y a des mots qui sont très durs. Dur ou il te fait penser ou. Il pèse ses mots. Comme je me rappelle en 2004, l'année qu'on était à la finale contre Tampa Bay. Après le 3e match, on était ici. Et puis, il m'appelle dans son bureau après le match. Puis, il dit Martin, si j'aurais un autre ailier gauche, tu serais dans les estrades. J'ai dit puis peut-être ma game était juste correcte. T'sais. Fait qu'il a dit si tu ne crois pas, va voir Rob Cookson, c'était notre vidéo coach, puis il dit va voir la game avec lui. Fait que je suis allé voir la game avec Rob Cookson, tout de suite après le match. C'était tard, je me suis couché tard ce soir-là. J'ai regardé le match, puis j'étais à la maison, j'étais vraiment fâché. Mon match, il était correct. J'ai pas d'erreur, mais j'étais pas... T'as pas marqué non plus. J'ai pas marqué. Tu sais, comme c'était safe qu'on dit. Tu sais que tu donnes. Tu sais que t'es correct. Tu fais la job, mais pas plus. Tu fais la job, mais pas plus. Puis lui, ce qu'il voulait, c'est qu'en tant que vétéran, un gars qui est plus vieux, il s'attendait à plus. Puis après qu'il m'ait dit ça, j'étais tellement fâché après lui, j'ai dit, hey, il m'a montré que je suis capable de faire. Mais j'avais des mots un petit peu plus raide. Raide, merci. Et puis, mais tu avais dit. Non, j'avais pas dit. J'étais à la maison, puis t'as dit ça à ta femme. Ouais. Et puis le lendemain, je me suis remis au boulot, puis après ça, les choses ont commencé
à rentrer un peu plus. Donc, en fond, c'est sa force de motivateur d'aller chercher les gars. C'est des affaires qui sont pas faciles à entendre. Tu veux pas entendre, mais dans le fond, c'était réel ce qu'il disait. J'aurais pu continuer à finir la série et puis pas avoir vraiment... Pas aider l'équipe, mais pas aider l'équipe. Autant que t'aurais pu, mais ouais, je comprends. Juste jouer. Il veut que tout le monde donne son meilleur pour vraiment faire la différence. Exactement. Puis il a sûrement fait ça avec d'autres joueurs aussi. Je sais pas s'il l'a fait avec d'autres, mais moi, c'est mon histoire. Puis, les joueurs sont concentrés sur eux-mêmes, fait que chacun est boosté, puis lui, il s'assure que tout le monde soit fâché en même temps. Exactement. Fait que Daryl, c'est sa force. Il est capable de trouver ça. Et c'est ça, et lui, quand il rentre dans une chambre, il a l'air de parler vraiment pas fort. Fait que tout le monde écoute. Ça fait que ça crée un silence vraiment intense où tout le monde écoute extrêmement attentivement ce qu'il dit. Exactement. Est-ce que les coachs ont... on dit les coachs ont une date d'expiration. Ouais. Est-ce qu'à un moment donné, comme tu l'as dit, il arrive puis il fait son show, là, ça saisit ou quelque chose. Est-ce que tous les coachs, à un moment donné, à force d'utiliser leur technique, ça devient expiré d'une certaine manière? Ça marche plus à un moment donné? Ça dépend de ton style. Tu sais, comme un style comme Bob ou Daryl Sutter ou peu importe, c'est des styles qui sont exigeants. Puis les joueurs... ils vont écouter, mais à un moment donné, ça devient un petit peu fatigant. Mais c'est eux autres qui vont être capables d'avoir le meilleur des joueurs. Mm-hmm. C'est aussi notre marché aussi. Ça fait que j'ai eu la chance d'avoir Barry Trotz à Nashville. Il m'a coaché pendant une année. Et puis, il a été là, il était là longtemps. 15 ans. Mais ça, quand je parlais avec Glenn Gladson, tous les coachs, on était assis à la salle des coachs la semaine passée. Puis, j'ai dit, si Barry Trotz il aurait été à Calgary, il aurait-tu duré 10 ans comme qu'il a duré à Nashville? Il était même plus que ça. 15 ouais. Fait qu'il aurait-tu duré... C'est pas facile, parce que quand tu es à un marché comme Montréal, Toronto, ils sont corrects. Claude Julien a été à Boston 10 ans. Oui. Ça, c'est rare. Puis Boston, c'est un marché qui n'est pas facile. C'est aussi, ça. Fait... Mais c'est pas un marché canadien encore. Non. Au Canada, c'est un autre monde. Puis aussitôt que les choses ne marchent pas, mais tu peux pas trader ou changer tous les joueurs. Fait que c'est les coachs qui... Est-ce que ça te fait peur, ça, comme coach? Non, moi je suis comme j'ai eu la chance. Bob vraiment m'a donné une belle chance de coacher, puis il m'a donné la première opportunité, puis j'étais sur le banc avec lui. Et puis maintenant avec Glenn, je suis en haut avec Treliving, puis le day-to-day coaching, c'est la même chose. Je suis sur la glace, tout ça, mais au lieu d'être sur le banc durant le match, je suis en haut, puis je descends entre les périodes pour parler au coach. Puis moi, je parle directement avec Dave Cameron. Fait que, est-ce que ça t'a froissé quand tu t'es fait dire tu ne seras pas dans la banque? Non. Moi, tout ce que... Calgary, c'est ma maison. Et puis... T'habites ici pour vrai. Ouais, ça veut dire que moi, je pars. Tu t'en vas nulle part? Non, je reste ici. Même s'il y aurait de quoi qui arriverait en tant que coach, puis j'imagine qu'à un moment donné, ça va arriver. Mais moi, je reste ici à Calgary. C'est ça, avec ta femme, tes enfants, t'es basé ici. Comment tu t'expliques que tu as survécu au changement de coach? De Bob? De Bob, de Bob. Bob est passé, puis ils ont décidé, je ne sais pas s'ils voulaient que je travaille pour mon argent, mais... Parce qu'ils te payaient anyway. Ils me payaient, il me restait une année dans mon contrat, et puis j'ai rencontré Glenn Gladson, puis c'était sa décision. Et puis Glenn, il a dit, je vais assez garder Martin. Fait que j'ai continué l'année avec Glenn, puis après ça, on a signé un autre contrat de 2 ans. Puis, il nous reste une année l'année prochaine. Après ça, on va voir. On ne sait pas parce que même lui, Glenn, il ne sait pas. Non, c'est ça. C'est quand ça. On ne sait pas. Il y a surtout à la fin de la saison, il y a des rumeurs que tout le staff était pour partir. Fait que on est encore ici, puis on se parle. Fait que c'est bon, mais on ne sait jamais. En tant que coach, on ne sait jamais au Canada ce qui peut arriver. Le GM ici, c'est Treliving. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Je pensais parce que je pensais en haut de lui, c'est Brian Burke. Brian Burke, on a Brian Burke. Ici, on a une grosse organisation. Ken King, c'est le CEO. C'est lui qui s'occupe des Stampeders, des Flames, Roughnecks et puis Hitmen. Puis après ça, tu as Brian Burke. Après ça, tu as Treliving, Conroy, Pascal, puis tu as tous les coachs après ça.
Brian Burke, c'est un personnage. Ah ouais, c'est super. Ouais. Mon père, il a eu la chance... il a une personnalité, lui aussi. Ouais, ton père, ça? Il est venu me voir, il est venu passer une couple de jours. On avait un voyage dans l'Ouest, à Phoenix, à Vegas, à Saint-José. Puis mon père est venu avec un ami, Pierre Bellemare. Puis en auto, ils nous ont suivis. Puis fait qu'il a eu la chance de prendre le déjeuner avec Brian Burke. Ils ont pris la photo, puis c'est une belle photo. Après, Brian il était toujours sa cravate, jamais défaite. Ouais, exactement. Brian Burke, on a l'image du personnage, tu sais, on dirait qu'il est tout le temps chaud. Il a l'air de sortir d'une brosse à chaque seconde. Il a de l'air, c'est incroyable, hein? Il a de l'air marabout tout le temps, mais c'est un homme loyal. Quand tu es dans la chambre, un à un avec lui, il est sympathique puis vraiment loyal. Puis c'est ça, il est pas épeurant dans la vraie vie ou sur Non, mais il est épeurant pour... Toi, tu rencontres, tu vas aller l'interviewer, j'imagine que tu vas être... Il va mettre son game face. C'est ça. Mais quand on est avec les coachs, c'est pas un jokester, mais tu sais qu'il a toujours ton dos. Tu sais qu'il prend soin de... Il va te backer. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, je me demandais si le gars avec qui tu travailles est de même. L'image publique de lui, c'est un peu... Non, il est différent. Vous n'avez pas peur de lui? Non, puis eux autres passent beaucoup de temps. Notre GM, puis Brian Burke, ils passent beaucoup de temps dans la chambre des coachs. Fait que durant les matchs, avant les matchs, ils sont toujours là pendant des heures. Puis, tous ces gars-là, ils habitent à Calgary. Oui. Brian Burke, qui commute entre ici puis Toronto. Parce que lui, sa famille est là-bas. Oui, il y a des enfants là-bas. C'est ça, parce que lui, il était à Toronto avec les Leafs pendant... Puis il était à Vancouver avant ça, avec les Canucks. Il a commencé, lui, comme moi, j'ai toujours dit, Pat Quinn, c'était c'est mon coach favori. Puis lui, Pat Quinn, il a donné la chance à Brian Burke dans le temps. C'est parce que Pat Quinn, il était GM? C'est GM, puis lui, il était assistant DG, puis après ça, il est revenu... Brian Burke est venu GM après. Oui, c'est lui qui a été chercher les Cédines, justement. Exactement. Qui viennent de prendre leur retraite. C'est lui qui a fait les trades pour aller chercher... Exactement. Il n'a pas été à Hartford aussi avant? Il était à Hartford, puis après ça, il était à Vancouver. Parce que c'est lui aussi qui a drafté Chris Pronger. Ah ouais, il a fait des bonnes affaires. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il était smart aussi parce que pour les Cédines aussi, il a donné le mérite au scout ou à la personne qui avait dit non, il a dit moi j'ai fait les trades, mais eux avaient bien poussé pour aller chercher. Mais ça n'a pas été facile, ce trade-là, hein, quand tu regardes comment c'est arrivé, fait que tu lui donnes crédit pour avoir fait ça. J'ai de la misère à imaginer quelqu'un qui pourrait faire ça aujourd'hui. Ah, c'est impossible. Surtout maintenant, personne ne veut échanger leur choix. Ouais, ils veulent tout garder. Surtout que c'était une année où là, on ne le savait pas en 99, mais aujourd'hui, c'est considéré comme un des pires draft. À part les Cédines, le premier overall, c'était Patrick Stéphane. Ouais. La part des gens en ce moment ne savent pas c'est qui Patrick Stéphane. Ouais. Brian Burke a dit, par exemple, nous aussi, on l'aurait pris parce qu'à l'époque, c'était vraiment lui. Il dit que c'est un peu les commotions qui ont déraillé sa carrière, malheureusement, mais qui était bon à l'époque. Mais bref, c'était pour dire Brian Burke. Le personnage. Grosse personnalité. On jasait. Je vais rentrer dans ta carrière. On a jasé, mais tu as eu un début de carrière assez... presque hollywoodien, si on veut, parce que tu as été drafté par les Kings en première ronde. Oui. À une époque où les petits joueurs, parce que tu étais considéré un petit joueur à l'époque, même tu fais 5 pieds 11, 10? Oui, 5 pieds 11. 5 pieds 11. Tu t'es fait repêcher par les Kings, comme je disais, mais avant d'avoir joué une game, tu as été échangé. Contre qui déjà? Pour personne qui connaît, Wayne Gretzky. Fait que moi, c'est arrivé assez vite. Fait que je me fais repêcher, puis j'étais excité d'aller à Los Angeles parce que je me disais j'avais une chance de jouer là immédiatement. Mm-hmm. Puis j'ai eu la chance de rencontrer Luc Robitaille qui était là, Rogie Vachon qui était le DG à LA. Toi, quand tu dis de jouer tout de suite, tu parlais de LA. À Los Angeles, exactement. Ça fait que quand je me fais repêcher par les autres, j'étais vraiment excité. Et puis, quand j'ai eu en août le téléphone de Glenn Sater qui me dit qu'on vient d'aller chercher un échange, puis t'es dans l'échange de Wayne Gretzky, c'était difficile à croire. Puis c'était difficile à croire avant qu'il m'appelle, Glenn Sater. L'échange qui est arrivé, c'est que j'étais à une école de hockey à Cap-de-Madeleine, pas loin de China, à Shawinigan, et puis des reporters qui venaient me voir, puis ils disaient t'as été échangé pour Wayne Gretzky. Fait que c'est des bons pranks. Fait que là, je croyais pas tellement.
Puis là, quand tu envoies 1, 2, 3 qui vient, là, tu commences à te poser des questions. Puis vraiment, ça été fait. Puis après ça, j'ai eu le téléphone de Glenn Sader. Fait que là, je savais que c'était arrivé. Quand tu as appris la nouvelle, tu as dit quoi? Wayne Gretzky a été échangé. Un pour un, c'est certain. C'est ça. Non. Mais après ça, quand ils ont parlé de qu'est-ce qui était tous les joueurs qui étaient impliqués, fait que il amenait avec lui son policier. Il amenait Marty McSorley avec lui, c'est lui qui le protégeait. Ouais, puis Jimmy Carson, il est allé de l'autre côté. Ouais, Jimmy Carson, qui était un 2e choix overall, qui avait déjà une saison de 50 buts avec l'équipe. Oui, c'est un compteur quand même. Mais tu te rappelles, à Los Angeles, il y a besoin d'un nom. Oui, il voulait vendre le hockey. C'est ça. Et puis Gretzky était pas mal, peut-être pas dire dans son... il était encore pas mal dans son prime. Il y avait encore des bonnes années dans lui. Ah oui. C'était en 88, fait que ça faisait 10 ans. Il y avait 28 ans. 29 c'est jeune, hein? Hey, tu crois c'est mon âge. Fait que je suis comme, c'est sûr que si à cet âge-là, t'es comme le poster boy, là, puis tu te fais échanger à LA, Ça serait comme Pittsburgh, après 10 ans, ils prennent Sidney Crosby, puis ils l'échangent. Ça fait comme moi, il reste encore du bon. Il en reste beaucoup, parce que lui, il a amené contre Montréal, il a amené Los Angeles à la finale 93. Exactement. Puis Crosby, ses 2 dernières coupes, il les a gagnées après 30 ans. Là, c'est pas fini. C'est drôle, hein? À 27 ans, c'est là que j'ai commencé à jouer mon meilleur hockey. Ah ouais, hein? Pourquoi? Parce que ça prend du temps physiquement te développer. Ouais. 2, c'est d'avoir la maturité de pouvoir jouer. Dans le temps, c'était, je pense, 76 games. Ouais, 82 maintenant. Juste de pouvoir jouer et être consistant de match en match. C'était où quand tu jouais où à cet âge-là? Moi, j'étais à 27 ans. 27 ans, pas mal à Vancouver. C'est là que tu as eu ta meilleure saison en termes de chiffres. C'était à Vancouver. De quoi on parlait? On parlait de l'échange. Ah oui, c'est l'échange de Gretzky. Oui, c'est ça, tu as été échangé contre Tipit Gretzky. Tipit Gretzky. Quand tu as appris ça, je veux dire... Au début, je savais pas comment attendre. C'était avant Internet, là? Oui. Puis quand j'ai su que l'échange était fait, j'ai eu le téléphone de Glenn, je savais que c'était fait. Le cigare dans la bouche. Je sais que j'allais dire, tantôt on parlait de Jimmy Carson qui était avec toi dans l'échange, lui qui s'en allait à Edmonton dans l'échange, puis Jimmy Carson a été repêché 2e au total, puis il avait déjà une saison de 50 buts dans la Ligue nationale, ou en tout cas, il était vraiment bon. Ouais. Puis lui, finalement, il est devenu agent immobilier. Ah non, c'est pas un agent, il n'est pas agent immobilier d'assurance. Assurance, c'est ça. Lui, il vient d'une famille qui est well-off. Qui sont en moyen. En moyen. Et puis, je pense qu'il est juste comme... Il a juste fait comment, whatever. Non, c'était probablement familial. Ah oui, OK. OK, lui est probablement embarqué là-dedans. Ah, OK, parce que quand tu joues dans la nationale, d'habitude, les gens, c'est pas mal leur première option. Ouais. Il n'a pas joué longtemps avec les Oilers, ou en tout cas, il a joué un certain temps. Non, mais il y a eu quand même puis après ça, j'ai joué avec lui à Vancouver. Okay. Il était là un petit peu après ça. Parce qu'il devait être quand même une des pièces importantes du trade. Ah, c'est certain, oui. Mais il a connu une bonne saison quand il était à Edmonton. Mais après ça, c'est un joueur qui est... Oui, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand on joue dans la nationale, les gens, pas moi, là, mais ceux qui jouent dans la nationale, veulent gagner la Coupe Stanley. C'est ça le rêve ultime. C'est le rêve, oui. Toi, t'arrives, t'as 20 ans, je ne sais pas trop quoi. T'es échangé contre Gretzky à Edmonton. Première année à Edmonton. Oui. Coupe Stanley. À 18 ans, ma première année, j'étais là à Edmonton jusqu'au mois de décembre. Et puis... au mois de décembre, Glenn Sader vient me voir, il dit « Martin, 2 choix. Il dit tu vas aller au championnat du monde. Puis après ça, soit tu veux rester ici, puis pas jouer gros. Puis j'avais joué juste 6 matchs, ou tu veux retourner junior. Puis j'ai parlé à mes parents, j'ai décidé de retourner junior. Et puis... L'année d'après, quand je suis arrivé à 19 ans, je commençais à jouer. J'ai joué 40 matchs cette année-là. Puis c'est l'année qu'on a gagné la Coupe Stanley. Et puis tu as joué en série aussi. J'ai joué. Ce qui est arrivé, c'est qu'on a perdu les 2 premiers matchs. Puis ils ont changé quelque chose. Et puis ils m'ont mis dans le line-up avec Joe Murphy puis Adam Graves. Et puis les choses ont cliqué. Et puis, on a gagné la Coupe Stanley cette année-là. Tu savais pas cette fois-là que c'était aussi difficile que ça, gagner une Coupe Stanley? Moi, c'est drôle, hein? J'ai eu la chance de jouer pendant 19 ans. Et puis, quand c'est arrivé, je pensais que c'était pour arriver à chaque année. Et puis, comme un 7-up, tu mets 2 piastres, puis ça tombe. Puis les années commencent à passer. Puis tu te rends compte comment c'est difficile
de gagner une Coupe Stanley. Puis encore plus difficile maintenant parce que les équipes sont tellement compétitives. Est-ce que tu savais, est-ce qu'à ce moment-là, parce que je me demandais, quand tu as été changé dans l'échange de Gretzky, est-ce que ça t'a stressé, ça? Tu sentais-tu la pression de non, hey, faut que je... Non, pas du tout. C'est drôle, hein? Moi, je suis un petit gars de Shawinigan, et puis j'ai pas senti la pression C'était comment dans la pression était plus sur Jimmy Carson. La pression était sur... Okay. Moi, j'étais vraiment un choix repêchage, puis j'arrivais là, puis il savait pas quoi trop à s'attendre d'un 18 ans. Fait que j'ai pas senti pression. C'était quoi l'atmosphère à Edmonton? C'était vraiment grave. Là, il en parle encore comme d'un tsunami. Là, la date est célébrée à chaque 10 ans. C'était comment l'atmosphère? Bon, la ville, c'est sûr que ça avait beaucoup choqué que Gretzky ait été changé, mais quand tu arrives dans le vestiaire, puis là, bon, là, c'est Messier qui est devenu capitaine, puis bon, le leadership change, tout ça. C'était quoi l'atmosphère, tu sais, quand t'arrives là puis il vient d'arriver? Moi, j'ai été bien accueilli. Probablement parce que j'avais juste 18 ans, puis vraiment, j'avais jamais joué dans les nationales. J'étais juste comme tu dis, un throw-in. Fait que j'avais pas de problème. Les fans, eux autres, ils ont pris ça dur. Plus dur que les joueurs. Puis c'était pas facile autour de la ville et puis tout ça. Ça a pris une année vraiment avant qu'on gagne que le monde puisse comme laisser aller Wayne Gretzky. Mais dans le vestiaire, moi j'ai eu la chance, je me suis assis juste à côté de Craig MacTavish et puis Kevin Lowe. Puis je me suis fait sentir accueilli des joueurs là et puis assis à côté de Craig MacTavish à chaque jour j'ai appris à devenir un bon pro puis comment me comporter en dehors de la patinoire puis durant les pratiques et tout ça. Craig MacTavish qui est le dernier joueur à jouer dans les salles avec pas de casque. Il y avait lui, il y avait Tiggy qui était revenu aussi. Ouais, Tiggy, lui c'est parce qu'il venait d'une autre époque là. Mais lui c'est parce que Guy Lafleur il est revenu en fin des années 80 là, début 90 puis lui vu qu'il a joué dans les années 70 il pouvait mais MacTavish a joué jusqu'en 97 podcast là, ça commence à être T'imagines-tu à cette heure sans casque? Ouais, mais maintenant les demi-heures sont obligatoires. Ah ouais, c'est ça. Fait qu'imagine puis MacTavish il a joué jusqu'en 97 là ou 98. Il était à New York, on a perdu en 94. Non, excuse. 94, ouais. 94. Non, quand tu dis. Parce que toi, tu étais avec New York. Lui, il a gagné tout. C'est ça. Lui, il a gagné. Ils ont tous pris des gars d'Edmonton. Là, tous les leaders. Messier, Tikkanen, MacTavish. Kevin Lowe était allé aussi à. Book-a-boom. Jeff Book-a-boom. Puis, on va chercher les chums du Country Club, on va gagner à New York. Ah oui, parce que c'est ça, toi, t'es retourné en finale de la Coupe Stanley. Tu as gagné la première année, mais t'es retourné en finale avec plusieurs équipes. 94, 2002, 2004. Oui, exactement. Ça veut dire Edmonton. Après ça, Edmonton, ça n'a pas été... J'ai été là pendant 4 ans. Puis après ça, je m'étais fait échanger pour les Nordiques. Et puis, j'étais allé pour les Nordiques seulement pour 3 mois. Ça, j'allais dire, tu étais là 15 minutes, une fois. Ouais, pas jusqu'au mois de janvier. Tu avais été mis ces waivers, non? Oui, exactement. Puis les Canucks m'avaient pris ces waivers. C'est l'année qu'on était allé à la Coupe Stanley en 1994. Tu jouais dans une équipe qui avait Trevor Linden, Kirk McLean, Kirk McLean, Pavel Bure. Oui, surtout en fait Bure. Ouais. Puis c'est là que Pat Quinn m'a donné une chance. C'est aussitôt qu'il m'a pris ses waivers, il m'a donné une chance de jouer avec Trevor Linden puis Pavel Bure. Fait que ça donne un bon boost. Et puis c'était probablement le plus bas point de ma carrière. Parce que tu penses que tu es un premier choix, tu penses que tu vas jouer pendant longtemps, puis tu deviens humble de voir qu'il n'y a pas personne qui te veut, que si les Canucks ne me prenaient pas, je m'en allais dans les mineurs. Fait que c'était pas facile. Fait que j'étais pas mal grateful. T'étais redevant. Redevant d'avoir été pris par Pat Quinn, puis les Canucks, puis m'avoir donné une chance. Puis depuis ce point-là, je me suis dit à moi-même que jamais c'était pour arriver, puis j'étais pour être le plus gros travaillant sur la patinoire. Que le talent, c'était pas assez. Pas que je travaillais pas assez avant, mais je m'étais vraiment mis à l'ouvrage après ça.
comment c'était jouer avec Trevor Linden puis Pavel Bure? Trevor, c'est mon roommate pendant des années. C'était vraiment... C'était un bon fit parce que, tu as de la vitesse sur le wing. Dans le milieu, Trevor est capable de lire le match, puis il sait où aller, puis il a un bon lancer. Puis moi, vraiment, tu mets la rondelle dans les coins de patinoire, je suis capable de sortir avec, puis leur donner. Fait que c'était un bon fit. Pas jouer tout le temps avec eux autres. Il y a d'autres joueurs qui ont embarqué, mais c'est vraiment les premiers matchs avec eux autres que j'ai commencé à jouer. J'aimerais ça que tu me parles de Pavel Bure, parce que moi, quand j'étais jeune, Pavel Bure, c'était ton favori? C'était dans les joueurs les plus électrisants à avoir joué, parce que chaque fois qu'il était là, tu te disais qu'est-ce qui va arriver. Il y avait tellement de vitesse, tellement de... C'était vraiment un goal scorer pur, là, des saisons de 60 buts, ça n'a pas rapport. Puis... mais il a l'air d'un drôle de personnage. Non, il était tranquille. C'est ça? Il était réservé, mais il était toujours poli et tout ça. Mm-hmm. Et puis, un joueur que du point A au point B, il pouvait se rendre là en une fraction de seconde. On parlait de Johnny Gaudreau maintenant, mais c'est deux styles différents. Ah oui. Comme Pavel Bure, il a mon gabarit. C'était ma draft, ça, Pavel Bure. Oui, 80... Ben, lui, c'est pas ma draft. C'est Trevor Linden qui était ma draft, mais on est pas mal la même âge. C'est le même gabarit, mais il était capable de passer 2 fois plus vite. D'ailleurs, je pense que les Canucks l'avaient pris en je sais pas quelle ronde. Puis là, les autres équipes, ils ont contesté parce qu'ils ont dit non, vous n'avez pas le droit parce que lui, il n'a pas le bon âge. Puis, puis là, ils ont dit... en tout cas, parce que les autres équipes, ils le connaissaient. Pavel Bure, tout le monde le voulait. Puis ils ont dit, mais non, on l'aurait pris avant, là, vous n'avez pas le droit de le prendre, il n'est pas éligible. Puis là, c'était allé en cours. Finalement, les Canucks ont réussi par l'avoir, mais ça a vraiment été compliqué, cette affaire-là. Je sais pas si t'es au courant de ça. Non. Mais non, Pavel Bure, c'est parce que je sais que les Russes qui parlent toujours un anglais approximatif, même après comme 20 ans dans les nationales. Puis que j'avais vu un reportage après sa carrière, je sais pas si c'est encore sur YouTube. Il habitait comme sur une île, genre en Floride, puis il faisait du karaté, genre 7 heures par jour, puis il est comme devenu un master en comme un temps record parce que c'est un athlète. Puis il est juste comme, puis il est comme en Russie, il est comme ami avec Poutine. Puis puis là, il y a un moment donné, Gino Odjic, qui est un bon ami de lui, il dit, Pavel Bure, il est avocat. Quoi? De quoi tu parles? En tout cas, il y a comme comme beaucoup d'éléments mystérieux, je trouve. Non, mais il a comme disconnecté un petit peu. Il est plus vraiment fait que, il a joué au hockey dans une game caritative récemment, Pavel Bure. Il dit que ça faisait... il n'avait pas mis des patins depuis littéralement sa retraite. C'est incroyable. Il y a des joueurs qui sont... Comme jamais. Il y a des joueurs que, aussitôt qu'ils ont fini de jouer à la nationale, c'est fini. Moi, j'adore. Tu me donnes la chance, tu dis, hey, on a un match. Moi, j'adore, je veux aller jouer, c'est sûr. Là, ça prouve que t'es encore en vie en dedans puis que t'es encore un homme. Parce que quand t'es arrivé puis tu m'as montré le vestiaire, il y avait je voyais qu'il y avait des pantalons puis des patins accrochés, mais je voyais que c'était des patins de ligue de garage. Puis c'était à qui ça? Puis t'as dit, c'est à nous. C'est à nous. On joue notre staff. On met toujours ils organisent des matchs. Fait que une fois de temps en temps, on va jouer. Même durant la saison, mettons, on pratique. Et puis on a un match le soir. Il va y avoir une joute pour le staff. Tout ça. Fait que c'est amical, puis c'est pas mal de fun. Avoir su, j'ai ramené mon stock. Là. T'aurais pas l'air de Michael Backlund. Ah oui, c'est ça. C'est lui qui est... Je regardais pas. C'est lui qui est Sadas. Je sais pas, j'ai pas vu. Ça doit être lui. Je pense que oui, j'ai vu dans le... Tu peux regarder. C'est lui? Allez voir dessus. Tu peux aller voir. Ouais, c'est Backlund, hein? Ah oui. Avoir su. En plus, tu sais quoi, c'est que je me suis dit, j'amène-tu mes patins, pas ici, mais à Calgary, j'appelle-tu mes patins pour aller patiner avec mon frère. Puis là, je me suis dit, si, parce que après ça, je pars en Suède, puis je les amène en Suède. Je me suis dit, si ils perdent ma valise, qu'ils perdent mes patins, mais en même temps, je peux pas savoir que Michael Backlund... Non, ça, c'est rappelé avec. Ça, c'est parce que toi, je sais pas si t'es conscient d'à quel point ça à Montréal, tout ça, là, impossible que ça arrive. Ah ouais, c'est vrai? Impossible. À Montréal, là, c'est tellement compliqué. Là. C'est vrai? Parler à tout le monde, à n'importe qui, c'était en couple, les joueurs, tout le monde n'est pas accessible. Mon frère, là, il habite à Calgary, c'est lui qui a organisé l'entrevue. Ouais. Il était tellement crampé là, parce qu'il dit... Parce que quand je suis dans Calgary, je dis, hey, tu pourrais peut-être me booker des podcasts. Puis là, on est allé voir Jean Pronovo, venu voir toi. Ouais. Puis on riait là, parce que il dit... Tu sais, le monde va dire, hey, mais comment t'as fait pour parler à Martin Gélina? Ben, je l'ai appelé. Et moi, la morale, tu comprends pas comment il y a trop de layers avant de descendre. Ouais, c'est drôle, hein, parce que c'est un peu de valeur, parce que moi, je pense que la game est pour partager avec le monde. Ben, et puis, si j'ai le temps, comme tu as parlé, si ça aurait été les séries éliminatoires, c'est un petit peu plus difficile. C'est sûr. Mais
présentement, si je suis capable de partager le match, c'est comme j'amène gros du monde, mettons, à un match, puis ils vont venir après, on a gagné. Moi, je vais les amener après ça dans la chambre. Juste, je peux pas amener 10, mais mettons, j'ai 2. Puis je suis capable de faire plaisir à 2 personnes, 3 personnes. Je fais des entrevues après ça, après les matchs. Moi, Dave Cameron, puis Paul Gérard. Ouais. On va à la radio, puis on parle du match, gang ou pas. Fait que je vais toujours amener du monde avec moi pour qu'ils puissent voir un peu qu'est-ce qui se passe derrière la scène. Moi, je trouve ça important de partager. Je trouvais ça important quand je jouais de partager en donnant un bâton, en donnant ça. Et puis, si tu es capable de mettre une situation intime à quelqu'un, moi, je pense que c'est super. J'adore l'intimité qu'on a en ce moment. Je sais pas si tu as vu même d'ailleurs, parlant de donner des bâtons puis des rondelles à des joueurs. Hier, c'était la game de série de... je pense que c'était Washington. Il a donné une rondelle à la petite fille, là? C'est Conley. C'est Conley, ça. Il donne une rondelle, il dit « Je vais donner une rondelle à la petite fille », mais il la lance par-dessus la vitre, tu sais. Fait que là, la personne l'attrape, il la donne un petit gars à côté, il dit... Non, c'est ça. Il relance une deuxième rondelle, puis la petite fille, il donne un autre petit gars à côté. Là, il fait « Non, j'ai dit... Troisième puck, là, la petite fille, elle a sa puck. Mais la petite fille, t'as voyé, elle était tellement triste. OK, c'est pas pour moi. OK, non, c'est pas pour moi. Elle était tellement contente. Conley, il est comme... Il tape sa bande en voulant dire « Donnez-la à la fille, la rondelle. » Finalement, elle a fini par l'avoir. J'ai vu que la petite fille était contente. Tu vas le voir passer dans ton feed, c'est sûr. Mais heureusement, il a insisté juste à temps que la petite, parce qu'il aurait pu s'en aller après, là, donner une rondelle. Mais non, il était jusqu'au bout. Non, c'est ça. Je voulais juste que tu me parles si t'avais des... Parce que Pavel Bourré, ces gars-là, c'est comme un mystère autour d'eux. Fait que je sais pas si t'avais des trucs sur eux ou des souvenirs avec eux. C'est-tu drôle? Je te parlais que Pavel était réservé et tout ça. Puis vraiment, j'ai jamais vu faire des poids et haltères. Non. Il en faisait, mais tu sais, dans le temps, c'était pas équipe. Tu faisais tes affaires. Puis il était tellement... C'est pour ça que je crois. Il devait aller au gym. Il devait aller au gym ailleurs, c'est comme marié. Parce que, écoute, j'ai vu des photos de lui en chest. Il était Jack. Il est musclé. C'est intimidant. Puis il devait tirer des chevaux en Russie ou quelque chose. Parce que... non, mais eux, ils ont leurs trainings spéciaux. Avec Rocky. Il était avec Rocky. C'est bon, il était chauffé comme un... Ça n'a pas de sens. Puis lui, c'était deux strides. Puis il était parti. C'était fini. Ouais. Puis Gaudreau, il est pas mal, mais c'est différent. C'est pas powerful. Comme Pavel, il était powerful. Ouais. Gaudreau, il est juste vite. Oui, c'est des quick strides, Gaudreau, mais parce qu'il est petit. Un gars de 5 pieds 9 patine pas comme un gars de 6 pieds. Non. Mais Pavel, il a ma grandeur. Oui? Parce qu'il avait l'air plus grand. Mais il patinait penché. Mais Pavel Bourré, les Russes patinent bien en général. Là, il avait expliqué un moment donné, j'avais trouvé ça intéressant, le motion de son patin. Similaire un peu à une locomotive, dans le sens qu'il expliquait que lui s'était fait enseigner en Russie. Qu'au lieu de donner une stride, ramène le patin devant. Stride, ramène le patin devant. C'est comme une locomotive. Quand il finissait son coup de patin, il quittait pas la glace, il revenait en avant. Comme un train. Puis ça avait l'air de marcher assez bien. Ça vient comme un autre russe, Mogilny, j'ai joué avec aussi à Vancouver. Lui, c'était différents styles de patin, mais il était tellement... c'est tellement facile pour lui de patiner. Sans effort. Sans effort. Ouais. Dans le beurre. D'ailleurs, quand tu es arrivé en finale de la Coupe, c'était toute une run ça, pour Vancouver en 94. Évidemment, très émotive. Et qui s'est rendu en finale de la Coupe contre New York. Puis, Mark Messier qui avait dit sa fameuse phrase « We're gonna win tonight ». Contre New Jersey, oui. C'était contre New Jersey? Je pensais que c'était contre vous en finale. Non. Parce que j'allais dire... non, c'était contre New Jersey. Il fallait qu'il gagne. Il avait scoré 3 buts. Ouais. Puis un des matchs, je sais pas si c'était le match que Stéphane Matteau avait compté en supplémentaire. Non, c'était un autre, je pense. Mais il avait dit que c'était contre New Jersey. Ouais, parce que le dernier, c'était un empty netter. Fait que je pense que... Ouais, t'as raison. De son hat-trick. Fait que je pense que... Avant ça, l'autre... Matteau! D'ailleurs, son fils, Stéphane Matteau, joue... je pense qu'il est rendu pour le club école, je pense. Le club école de Vegas. Parce qu'il a été picked up par Vegas, je pense. Il était là sur... T'as raison, parce que quand on était à Vegas cette année, il était sur le roster. Fait qu'il probablement, il était... up and down. Ouais, up and down. Vegas qui mène présentement la série 3-0 contre... J'ai joué avec Steph à Hall. Okay, on jouait, on était allé à la Coupe Memorial, pas à Coupe Stanley, Coupe Memorial. L'avais-tu gagné? Non, on a perdu. Okay. Mais c'était avec le coach, c'était à Avignon. Benoît Brunet était là. On avait qui d'autre? Marc Saumier, je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Non. Marc Saumier. Lui, il avait 20 ans, il était bon.
Qui d'autre qu'il y avait? Alain Vigneault, c'est quoi son Stéphane style? Quintal. Lui, c'est plus c'est un motivateur. Avec sa voix comme ça, il parle bien. Puis, parce qu'il vient juste d'être envoyé. Il vient d'être envoyé par New York. Il va se prendre. S'il veut travailler, il ne sera pas là. Mais je pense qu'il est payé encore pendant une couple d'années. Fait qu'il n'y a pas de presse. Il fait partie du club select là, de gars qui. Ouais. Lui, Quinville. Ouais. Mais Quinville, même encore plus, là, dans le sens que. Mais Vigneault, il avait signé, je pense que c'était 4 millions par année. Ouais. Puis ça, c'était avant. C'était avant que Babcock, je pense, signe son contrat. Non, ça veut dire que là, aujourd'hui, ce serait un autre raise parce que Quinville, ça n'a pas été release son salaire, mais c'est pas loin de Babcock. Il y a 3 Coupes Stanley en 5 ans. Là, j'imagine. Ouais. On est so much. C'est incroyable les salaires des entraîneurs maintenant. Hein? T'es le premier gagnant là-dedans. Non, mais t'es pas un head. Je sais que tu fais pas ça. Ton argent, tu l'as fait comme joueur. Les assistants, c'est pas mal moins. Il y a des pinottes dans le coin, tu peux le servir. Non, mais c'est important, par exemple, qu'il y ait une certaine balance parce que c'est pas normal qu'un joueur de 4e ligne faisait plus qu'un gars qui a 3 Coupes Stanley comme coach. C'est un petit peu débalancé, mais tant mieux si ça se balance puis ça commence à se balancer, mais surtout que ça dure pas longtemps des fois les carrières de coach. Il y en a que c'est pas facile. Tu revois plus. Là, c'est pas facile. On est à Calgary. Calgary, c'est comme vraiment attaché émotivement à toi parce qu'on peut pas parler de la finale de 2004. Parce que là, j'en saute des bouts, mais t'es allé en finale en 2002 avec les Hurricanes contre Détroit. Une finale qui n'a pas duré super longtemps. C'était ça? On a joué contre Détroit. Fait qu'on s'était rendu. On a quand même battu à Toronto. Puis après ça, on s'est rendu à la finale. C'était super. Je me rappelle. J'ai compté un but à Toronto. Pas que j'ai compté beaucoup de buts, mais c'était overtime. Puis on les avait éliminés. Puis on était à Toronto. Game 6-7 ou 6. Ouf. C'est Game 7 parce que ceux autres, il y avait l'avantage. Ouais, sûr. Parce que c'était leur GM, c'était Ken Dryden. C'était-tu 7? Je me rappelle pas si c'est... Quand même, le game-winning goal de la série. Puis le building, parce que les autres étaient supposés gagner de prendre loin. Le avec Sandine et compagnie. Exactement. Le building était devenu si lent. C'était un de mes beaux souvenirs dans ma vie. C'était une drôle équipe, parce que l'équipe qui a gagné en 2006 était très différente de celle de 2002. 2002, là, ton goaler, c'est celui qui il cousait ses pads lui-même. Arthur Zerbe, super de gars, super de bon Qui est en fait, si je ne me trompe pas, Letton. Latvia. C'est ça? C'est ça. Et lui, il y avait Ron Francis. Ouais, Rod Brandon-Moore. On avait quand même des bons joueurs, mais ça n'avait pas gelé, la chimie est arrivée juste à la fin, puis c'est une équipe qu'on n'était pas supposé gagner. Non, c'est ça. Puis c'est un peu... C'est ce qui est intéressant, c'est comme Vancouver, c'est que c'est des équipes qui sont pas supposées gagner, puis gagnent une série. Là, tu commences à créer du momentum. Gagne une autre série. Puis là, tu commences à croire, on peut gagner ça. Finalement, tu sais quoi? Puis on a perdu, comme en 94, avec Vancouver, on a perdu en Game 7 contre les Rangers. Ouais. Celle-là, on n'avait pas une équipe. On a joué contre Détroit, que vraiment, dans le temps, il n'y avait pas de salon, de plafond de salaire. De cap salarial, de masse salariale. Fait qu'il y avait vraiment une équipe incroyable. Là, ça serait plus possible, ça. On n'aurait pas de chance. Stevie Yzerman, Fedorov, tous ces gars-là. Ça fait qu'on n'avait pas vraiment de chance. Même un jeune Pavel Datsyuk qui jouait. Exactement. Ouais. Et Brett Hall. Non, t'as-tu ça, Brett Hall? Brett Hall, c'est en 2004. Il est arrivé après, mais il y avait quand même... des vraiment bons jeunes. Oui, exactement. Puis Lidstrom et compagnie. Ouais. C'est une masse salariale de 300 millions. Fait qu'on n'avait pas. Vous avez perdu en 4, c'est quoi? On avait perdu en 5. En 5. C'est sûr que c'est différent comme défaite, là, mais comparé à 94, quand tu perds Game 7, tu sais, 94, vous deviez y croire. Là. On croyait, puis pas seulement qu'on croyait, c'est que on avait une chance. Ben oui, quand tu prends Game 7, ça peut... La même chose est arrivé en 2004 aussi. Fait que vraiment, on avait une équipe on avait une bonne équipe, mais
comme je parlais de la chimie qui est arrivée à la fin de l'année, ça a commencé à se créer. Mm-hmm. On a perdu 2 games, puis après ça, on est revenu, puis on a gagné la série, puis ça nous a donné du momentum, ça nous a donné de la confiance. La ville a embarqué, puis c'était vraiment une place spéciale en 94 à Vancouver. Parle-moi de... C'est quoi le sentiment quand tu perds une Game 7, la Coupe Stanley? C'est tough. J'ai perdu 2. En 94, puis en 2004. Mm-hmm. En 94, ça a fait mal. En 2004, ça a fait vraiment, vraiment mal. Parce que tu sais, plus que on se parlait au début que quand j'avais 19 ans, gagner une Coupe Stanley, que je pense que c'était pas arrivé tout le temps. Tu commences d'année en année, tu commences à vieillir, tu commences à maturer, tu commences à réaliser que c'est pas facile de gagner des Coupes Stanley. En 94, j'étais encore assez jeune. Dans 20 ans. Ouais, mais en 2004, quand j'avais 35 ans, celle-là était tough à avaler. Ouais. 2004, tout un playoff run avec Mika Kiprusov dans les buts, Gilla, puis Conroy, puis les gars qui étaient avec Regeer, tout ça. Moi, mon beau-frère vient de Calgary, puis il a encore de travers dans la gorge. C'était tu vois, on va venir pourquoi exactement, mais toute une série, oui, pour les Flames, mais pour toi aussi, personnellement, t'as marqué tous les buts qui ont éliminé les équipes des 3 premières rondes. Ouais. Il t'avait même donné un surnom. C'était quoi ton surnom? Éliminateur. Eliminator, c'est ça. Écoute, tous les buts que t'as marqués éliminaient l'équipe d'une ronde. Ouais. Et c'est presque arrivé la 4e fois consécutive. En fait, certains diraient que c'est arrivé. C'est juste qu'ils l'ont pas vu. La majorité du monde à Calgary qui ont regardé, ils vont dire que c'est arrivé. Puis moi, je peux te dire que c'est arrivé tellement vite. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit... Étienne? Hey, je la pas qu'à rentrer. Et puis, si j'aurais à changer quelque chose, je changerais quelque chose. Je vais juste mettre en contexte pour les gens qui s'en souviennent pas, mais ça, t'as marqué les buts qui ont éliminé chaque équipe, les game-winning goals de chacune des 3 premières séries. Puis après ça, t'es arrivé en finale de la Coupe contre Tampa Bay, c'était à l'époque de Saint-Louis, le Cavalier, Khabibulin et compagnie. Et Game 6, Calgary mène la série 3-2. Donc, s'il gagne, il gagne la Coupe. Mm-hmm. La Coupe est dans le building, comme on dit. Puis, c'était-tu en overtime? Non, c'est avec 3 minutes qui restaient dans le match. À 3 minutes à jouer, t'as, certains diraient, marqué. La rondelle était collée sur la patte d'Khabibulin. Ouais. Et très, très proche de la ligne. Je sais pas pourquoi, peut-être que tu vas pas m'expliquer. Je sais pas pourquoi il n'y a pas eu de reprise vidéo à l'époque. Ce qui est arrivé, c'est que si tu regardes, c'est difficile à expliquer. Ouais, mettons que moi, je drive le but. Ouais. Et puis, j'ai eu une passe, et puis elle a frappé mon patin, puis ça, c'est la ligne. Ouais. La puck a comme passé, mais là, quand tu te rappelles, tu regardes la patte, la caméra venait d'en arrière. Ouais, l'angle de l'angle. Fait que tu regardes la caméra, tu n'es pas capable de voir. Ah, c'est ça. Mais il y a eu un feed de ABC des États-Unis qui est arrivé après. De l'autre côté. Et puis, là, il était capable de le voir le lendemain qu'elle avait rentré. Mais de ce jour-là, moi, je l'ai vu qu'elle avait rentré. La seule chose qu'elle aurait dû faire différent, j'aurais dû, quand elle a frappé la pad, puis elle est allée de l'autre côté, il fallait que je back-check, j'aurais dû le faire avec mes mains en l'air. Juste pour dire... Célébrer comme si t'avais scoré. Hey! Là, le ref aurait arrêté le jeu, tu penses? Ben, je sais pas s'il l'aurait arrêté, mais au moins, ça aurait montré que quelqu'un le savait. Mais j'ai pas fait ça. Non, mais ça arrive vite. Hein? Tu joues, là, ça arrive vite. Fait que, puis de ce jour-là, moi, je dis qu'elle est rentrée. Puis de ce jour-là, Batman, on a des sponsors qui sont venus à Toronto, sont allés rencontrer cette année. De ce jour-là, il dit non, elle n'a pas qu'à rentrer. Ah, lui, il dit encore ça? Encore ça, ouais. Il était il peut pas. Mais il dit-tu en niaisant? Non, il peut pas. Il est très sérieux. Mais il peut pas dire non, elle avait rentré, on a fait une bêtise. On a remis la coupe à la mauvaise équipe. Exactement. Non, il est là. Est-ce que tu connais bien Gary Bettman? Non, je connais pas, mais je sais qu'il y a du monde de Calgary ils sont venus. On a toujours des sponsors qui viennent avec nous autres. Ouais. Puis ils sont allés le rencontrer cette année.
Puis ils ont posé encore la question. Hein. Il va se faire écœurer jusqu'à la fin des jours. Avec sa petite tête qui shake, là. It did not go in. Mais on va dire de quoi? Il a fait une bonne job pour la Ligue nationale. Dans quel sens? Promouvoir la Ligue nationale. Puis, la manière que ça continue à grossir la game de hockey. Depuis qu'il est en marche, en charge, pas que tout le monde l'aime, mais il a vraiment aidé à promouvoir le hockey alentour du monde. C'est rare qu'un joueur va parler en bien de Gary Bettman parce qu'à chaque fois qu'il y a une convention collective, qu'il y a un lockout, l'association des joueurs, puis lui... Moi, je suis de l'autre côté. Hein. Maintenant, t'es rendu au bord. Mais c'est parce qu'il tient son bout tellement solide. Il est pas facile. C'est un bon négociateur. C'est un avocat. C'est pas facile, mais pour la game, je pense qu'il a bien fait ça. Maintenant, tu regardes à cette heure, tu sais, il y a des camps à Sweden, il y a des camps en Chine. Oui, la Chine, ça va être gros, là. Ouais, nous, on est supposé y aller. Des rumeurs qu'on y va l'année prochaine pour le camp d'entraînement. Oui, hein? Gretzky a signé un gros deal. Je sais pas si tu as vu ça passer. Non. Gretzky a signé un gros deal. Ils n'ont pas dit les chiffres, mais en tout cas, ça serait une des affaires les plus payantes qu'il a signé pour utiliser son nom en Chine pour promouvoir la game. Utiliser sa brand, justement. Puis son fils, Ty, en tout cas, un de ses fils, il va comme gérer ça là-bas. Oh, good. En tout cas, depuis qu'ils ont les Olympiques d'hiver de la Chine, ils mettent le paquet. Là, puis je suis sûr que dans 40 ans, on va avoir notre... Parce que, tu sais, au basketball, ça prend juste un poster boy, là, Yao Ming. Quand Yao Ming est arrivé, on fait « All right, si lui est capable, on est capable. » Puis là, ça commence. Exactement. Il manque juste un gars comme ça. Ça va venir. Là, je sais que ça va venir, mais un Chinois qui va être le premier NHLer. Exactement. Born and raised and trained en Chine. Puis ça va être... la Chine va nous... Il y a assez de monde. Ils sont quoi, 1,5 million? Là, c'est pas mal. 1,5 million, s'ils décident d'y mettre, là, le Canada va avoir de la misère. Exactement. Fait que bref, ça pour dire, après ça, on a revu la reprise de l'autre angle. Puis ça montre que la rondelle est même collée sur la patte à Hublin, mais est derrière la ligne. On voit même la... Bon, bref. Dans le journal aussi, le lendemain, tu peux voir la photo. Mais si c'est un but, vous gagnez la coupe à ce moment-là. Là. Exactement. C'est le 5 juin. Then and there. C'est le 5 juin 2004. Oh, je sens la date engravée dans ton cœur. Non, c'est ma fête. Oui, c'est ça. Fait que je savais que c'était c'est facile. Et puis, je me rappelle, on avait 20 personnes à la maison. T'es prête pour le party? On était prêts pour célébrer ça avec mes parents, puis la famille ici. Puis c'est bonne fête! Non, fait que on était se coucher de bonne heure, et puis on était dans l'avion le lendemain, et puis en direction de Tampa Bay. Où malheureusement, ça n'a pas marché. Ça a tombé de l'autre côté. Imagine, c'est des séries qui tu peux aller d'un côté ou de l'autre. C'est la même chose avec contre les Rangers. Quand tu vas en Game 7, ça veut dire que c'est deux bonnes équipes. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir beaucoup de... Si cette journée-là, tu te sens plus ou moins que la veille. Il y a tellement de facteurs. Ou un break, un goaler il est off. Ou le goaler fait un big save, ça tourne l'autre bord. Exactement. Imagine marquer le but gagnant de ta fête. Le but gagnant de la Coupe Stanley, le jour de ta fête. Laisse faire les cadeaux, laisse faire le chocolat. Non, ça aurait été... Il n'y a rien que vous avez... Surtout à l'âge jusqu'à de pouvoir gagner un autre Coupe Stanley, ça aurait été super. C'est spécial. J'avais vu ta femme, je pense, dans un reportage qui parlait de comment... c'est probablement Trajectoire. Ouais, ça doit être ça ou quelque chose. J'avais vu un extrait où elle disait quand c'est les playoffs, là, tout le monde met tout de côté. Puis, c'est intense. Puis c'est vraiment 2 mois où ils se sacrifient. Puis il y a beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. Pour pouvoir être à ton mieux, pour être sûr que l'équipe est à ton mieux, chaque individuel, il faut vraiment qu'il se prépare au maximum. Puis que c'est beaucoup de... Tu m'as dit que ça faisait combien de temps qu'il était avec ta blonde? À 23 ans. 23 ans. Ouais. Quand vous autres, vous appelez ça des blondes, nous autres, on appelle ça des femmes. Ici. Quand une blonde, une femme, c'est quand t'es marié. On est marié. C'est ça, fait que ta femme. 23 ans, ouais. Blonde, c'est comme une girlfriend, d'habitude, c'est avant d'être marié. Sauf que le monde au Québec, il se marie pas, fait que ça reste des blondes, ça l'affaire. Mais ta blonde est canadienne, fait que je pense qu'elle a insisté sur ce bout-là. 23 ans, surtout de l'Ouest. Ouais. Au Québec, c'est différent un peu. Au Québec, le monde, il se marie pas. Ouais. Comme ils disent, les grands-parents, vous êtes à côté, ils sont à côté. Ouais, c'est vrai. Mais non, c'est ça, parce qu'en fait, tu sais, tout ce que c'est quand même exigeant pour une famille, être la femme d'un NHLer. Puis oui, t'es chanceux, t'as joué quand même longtemps, t'as gagné ta vie. C'est pas le cas de tous les gars qui jouent en nationale, mais quand t'as pris ta retraite, est-ce que ça se peut que tu sens que la balance, ça shift? Quand tu prends ta retraite, tu fais OK, là, c'est à mon tour de
Ouais, non, ça change un peu, mais j'ai été chanceux, j'ai marié une bonne femme, puis elle a compris ça. Elle a embarqué. Elle savait dans quoi ça embarquait. Ouais, elle a embarqué. Je sais pas dans quoi ça embarquait, mais elle a accepté, en tout cas. Mais elle a embarqué, et puis 3 enfants, puis on avait un chien, puis je me rappelle, tu vois de ville en ville. Je me rappelle quand je m'étais fait échanger de Vancouver, où on avait deux petits, et puis moi, le lendemain, je suis dans l'avion, puis je pars en direction de la Caroline du Nord, et puis elle, il faut qu'elle pack la maison, il faut qu'elle pack les enfants, puis qu'elle s'en vient là-bas, puis qu'elle dépack la maison. Fait que c'est pas facile, mais toutes les places qu'on est allés, on a eu des belles expériences. Puis maintenant, ça chiffre pas beaucoup, parce que en tant que coach, c'est le même beat. Fait que moi, je me suis retiré après jouer dans la nationale à Nashville pendant 1 mois. Et puis j'étais allé à Berne après ça. Après ça, quand je suis revenu de Berne, David Paul m'a appelé, puis il m'a donné du boulot. J'ai travaillé 4 ans et demi avec les Nashville Predators, directeur des développements de joueurs. Ah, OK. J'avais lu Player Personnel. Développement des joueurs. Ah, OK, c'est ça. J'allais te demander, ça veut dire quoi, player personnel? Je n'ai jamais su que ça voulait dire. Player personnel, c'est plus, tu t'occupes du scouting, fait que tu passes beaucoup de temps sur la route. Fait que moi, j'étais le développement des joueurs. Fait que je travaillais avec Roman Yossi, Ryan Ellis, tous ces jeunes-là. Tu nommes juste ceux qui ont réussi, non, c'est pas vrai? Craig Smith. Non, mais donne crédit aux scouts, là, parce qu'ils ont fait une belle job. Je sais pas si Nashville s'il aurait échangé Weber s'il n'y avait pas Josie, Ekholm, Ellis. C'est quand même des bons drafts. C'est du bon top 4. René, c'est un 6th-round pick, je crois. Ouais, mais Nashville a toujours, il me semble, bien drafté. Ouais. Je sais pas, ils trouvent quand même des gems. Jeff Kilty, c'est leur head scout. Okay. Puis une bonne tête de hockey, puis il est bon. Ouais. Comment Trevor Timmins, le gars des Canadiens, comment il est-tu... Je connais pas. Okay. Je connais pas beaucoup. J'allais te demander si il a-tu une bonne réputation? Non, je sais pas. D'une bonne réputation, c'est comme un coach. Tu as une bonne réputation quand tu gagnes. Ouais, c'est ça. C'est une bonne réputation quand tu draftes les bons joueurs. Ah, c'est ça. T'as-tu reparlé à Martin Saint-Louis depuis? Non, j'ai pas parlé. Non. T'as jamais reparlé du game du but? Non. Mais lui, il a une méchante belle carrière qu'il a eu. Hein? Puis correct. Retiré son chandail. Puis, pour un gars pas drafté. Lui, c'était vraiment il y avait comme du respect quand j'étais à côté de lui. Il y avait du respect pour toi ou tu avais du respect pour lui? Je pense qu'on avait deux gars que tu respectes. Tu sais, il y a des séries que tu vas donner des coups au gars tout le temps, mais on savait qu'une fois qu'il était à côté de lui, puis c'était à côté de moi, s'il était pour aller dans le coin, il était pour me frapper, j'étais pour le frapper, puis c'était pour être intense, mais pas méchant. Pas vicieux. Non. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, parce que ça fait quand même 14 ans, là, appelons-le le Gélina Gate, mais le but qui n'a pas été vu, tu penses-tu que ça arriverait aujourd'hui, ça? Ou avec les technologies aujourd'hui, ça serait pas possible? Parce que la technologie... Après ça a changé. Fait qu'on a eu le lockout, puis après ça, tu as vu les caméras. Les replays. Tu avais différents angles sur les caméras après ça. Fait que ça, aujourd'hui, tout de suite, ça serait arrêté. Ça aurait arrêté. Maintenant, c'est vrai, maintenant, les coachs, ils ont la caméra au banc. Oui, c'est ça. Tu sais directement. Ils voient les offsides. Fait qu'imagine les buts. Puis c'est connecté directement avec notre vidéo coach. Ils sont capables de rewinder puis aller directement sur l'incident. Tu as coaché quand tu es arrivé à Bob Hartley, avec Bob Hartley à Calgary, tu coachais aussi avec un gars qui s'appelle Clint Millarchuk. Oui, avec le goalie coach. Qui est connu du monde comme étant le gars qui a reçu un patin dans le cou dans le temps où il goalait à Buffalo. Oui. Puis il a sorti un livre récemment, tout ça, puis il y a eu des moments difficiles parce qu'il y a eu un syndrome post-traumatique. Puis il y a eu une tentative de tuer, une vie pas mal rocambolesque, là, pour être pour le moins. Quand il était à Calgary, que tu coachais avec lui, est-ce que ça se peut-tu que c'est dans les années où ça allait pas super bien? Il y a eu des années que ça a bien été, puis il y a eu des années que ça a moins bien été. Puis je pense que quand tu vas dans des places de dépression, il y a des hauts, puis il y a des bas. Et puis
Maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé, mais maintenant, la chose va bien. C'est un gars qui buvait avant. Maintenant, il ne boit plus. Arrêté, et puis, il y a de l'aide dans le bon chemin. Ouais, là, il a l'air là, il va bien en ce moment. Ouais. Je voulais savoir le rôle d'assistant coach. Les gens connaissent le rôle de head coach, le coach en chef. Le rôle d'assistant entraîneur, il est comme pas bien connu. Ouais. C'est quoi exactement, toi, ta job? Parce que je pense que les joueurs... Tu me dis, moi, ça change un peu. C'est une bonne question, ouais. C'est une bonne question. Comme quand j'étais avec Bob Hartley, moi, j'étais en charge du power play. C'est ça. Puis... Donc, vous avez, dans le fond, des missions précises. Exactement. Et puis unité spéciale. Jacques Cloutier avait le piqué. Okay. Et puis, notre video coach, lui, s'occupait plus pour le système. Okay. Et puis, lui, il faisait tous les meetings pour le système pour Bob. Fait que moi, je fais power play piqué. Puis sur le banc, Bob, il roulait les forwards. Puis Jacques, il roulait les défenseurs. Fait que moi, j'étais in between. Quand je voyais quelque chose, je parlais à Bob, tout ça. Maintenant, mon rôle, c'est différent un petit peu ici. Parce que là, je m'occupe plus du forecheck, neutral zone forecheck, puis face-off. OK. Ça veut dire que maintenant, nous autres... Hein? T'étais-tu centre? Non, moi, j'étais à gauche. Mais avec le vidéo, à cette heure, on est capable de chercher s'il y a des face-off plays, des affaires qui se passent. Et puis, d'en haut, tu vois un petit peu plus... tout est plus lentement. Fait qu'avec là, maintenant, le nouveau système qu'on a, c'est que chaque coach, comme Dave Cameron s'occupe du power play, Paul Gérard s'occupe du piqué. Et puis, les autres, Paul Gérard va faire breakout, puis il va faire tracking. Puis Dave Cameron va faire O-zone. Moi, je faisais neutral zone. Fait que tout le monde a une area. Puis ce qui arrive, c'est qu'après le match, on coupe toutes nos vidéos. Et puis le lendemain, on va chercher toutes les vidéos puis on fait notre meeting comme ça. Okay. C'est un meeting qui n'est pas fait seulement comme avec Bob. Lui, c'est lui qui le faisait avec notre vidéo coach. Maintenant, c'est tous les entraîneurs qui s'aident. Comment, quand tu étais, mettons, coach de Powerplay, c'est un peu plus technique comme question, mais comment dans le sens de où tu commences pour déterminer ça va être quoi ton power play? Est-ce que tu y vas bon, c'est quoi nos forces? Non, faut par tes forces. Puis comment tu détermines c'est quoi ton power play? Faut que tu prennes tes joueurs puis tu vas avoir comme pas tout le monde a la chance d'avoir un power play comme Washington. Ou si tu es capable d'avoir... Tu as un gars qui s'appelle Ovechkin qui attend sur l'aile. Ou Backstrom. Puis Backstrom, puis Carlson à la pointe. Fait que pour avoir un bon powerplay, ça prend des joueurs aussi. Et puis... Ouais, mais c'est ça. Fait que toi, tu dis, OK, moi, j'ai Gaudreau. Ouais. Gaudreau, c'est skills. Mais là, tu te rappelles, il était jeune, là. Ouais, quand je les avais, il commençait, fait que c'était pas évident. C'est peut-être pas tes first line. On avait Gio. Ma première année, c'est l'année qui était une demi-saison. Oui, 2012-2013. Ouais. Et puis, vraiment, j'avais des... Ouais, c'était plus... moins... Tu les laissais plus aller. Mais j'avais comme Tanguy. J'avais des Guilna. Fait que c'est des gars qui sont capables de prendre les choses en main. T'as-tu dit Guilna? Ouais. Guilna est encore là à ce moment? Ouais. Ah, OK, ça fait un bout. Ouais. Puis, fait que dans le fond, là, ces gars-là avaient plus de temps. Fait que eux autres, ils étaient plus prendre en chance. Mais quand ils sont partis, après ça, c'est juste plus jeune. Fait que c'était vraiment enseigner comment vraiment où les jeux qu'on était pour faire. Ouais. Puis c'était d'étudier les autres équipes, essayer d'exploiter. Soit on fait des jeux low play sur le goal line où on utilise notre lancer à la pointe, peu importe. Mais ça prend des joueurs pour gagner. C'est une chose, c'est probablement pour ça que Bob m'a donné le power play, parce que je pense que c'est la chose la plus dure. Arrange-toi que ça. Ouais, c'est le plus dur, je pense. Parce que même si tu as des joueurs, il y a une autre équipe de l'autre côté qui essaie de t'arrêter. Ouais. Puis ils ont des bons joueurs aussi. Ouais. Fait que ça prend des joueurs qui ont du talent, ça prend de la compétition, ça prend du momentum, ça prend de la confiance. Il y a tellement de choses qui arrivent dans un power play que c'est vraiment difficile à... C'est quoi tu penses qui est ta force comme coach? Moi, c'est plus... Qualité? Moi, c'est comme surtout maintenant, c'est de communiquer avec les joueurs, puis avoir un... Parce que j'ai joué aussi, puis je suis capable d'apprécier si un joueur... il va dans une passe qui est moins dure, de lui parler, montrer des vidéos et puis l'aider à redevenir le joueur qui était, mettons, 2 semaines passées ou l'année passée.
Puis tu sais quoi, tu penses que tu aimerais améliorer comme coach, comme facette de coaching? Continuer à communication, je continue la clé? La clé, c'est important. Et puis, communication dans les meetings. J'ai la chance, Glenn Galson, c'est un bon parleur. Et puis, comme nous autres, on présente, je vais présenter des meetings, system meetings, avant les matchs. Moi, j'en fais à peu près 25, 26 par année, puis tous les entraîneurs en font. Fait que d'améliorer ça. Communiquer aussi, quand j'avais le power play, c'est la communication, mettons, après ça que tu fais un meeting en face des joueurs, mettons des 10-12 joueurs qui sont là, la communication, tout ça. Fait que continue à m'améliorer de ce côté-là. Des présentations orales? Orales avec les vidéos, puis tout ça, puis les engager. T'aimerais-tu être head coach un jour? Oui, là, 2 ans, je pensais que oui, mais à cette heure, c'est une bonne place. Puis si je voudrais devenir head coach, ça veut dire qu'il faudrait que je prenne un step back, puis j'irais dans les mineurs quelque part. Ouais. Puis je pourrais pas faire ça, ma famille, on l'a fait assez. Tu parles des sacrifices qu'ils ont fait, maintenant, c'est j'irais pas à Milwaukee, non, c'est ça. Non, okay. Parce qu'on parlait des jeunes joueurs que toi, vous avez un beau corps à Calgary avec les Monahan, puis tu as cherché Hamilton, trade incroyable, Harmonic. Giordano est un peu plus vétéran, mais vous avez vraiment un bon corps up front. Puis il y a un gars là-dedans qui m'intrigue vraiment en termes de développement. Tout ça, c'est Sam Bennett. Oui. Qui était dans l'année de son repêchage, le Central Scouting le mettait numéro 1. Finalement, il est sorti 4e. Puis il y avait beaucoup de jokes parce que dans son combine, il n'avait pas réussi à faire un chin-up. Il y avait une épaule. Le pauvre. Mais bon, ça n'a pas rapport. Là, il est un excellent joueur de hockey. Mais là, il arrive à un temps où là, il a fini son entry level. Il est comme dans sa 2e bridge contract. Puis, c'est à savoir là, s'il va prendre la step. Il est rendu où dans son développement, ce gars-là? C'est un peu intriguant. Je pense que les expectations étaient tellement hautes que... Il y avait trop d'attentes, les attentes trop élevées. Trop élevées, puis il s'est mis beaucoup de pression, puis peut-être il était un peu tête sur son bâton. Un peu stressé, oui. C'est un bonhomme qui est capable de compétitionner. Tu le mets dans le coin avec une rondelle, il va probablement sortir avec la rondelle. Un bon lancer. Il y a un peu de tout. Il faut vraiment qu'il y ait la maturité maintenant de mettre tout ça ensemble. Puis, mais c'est un bon joueur. Mais là, présentement, il n'y a pas beaucoup de confiance. OK. Ça se travaille. Ouais. Dernier sujet que je veux t'amener, et non le moindre, parce qu'on est présentement dans le sujet dont je veux parler, c'est-à-dire le Saddledome. C'est le sujet à Calgary depuis combien de temps, je ne sais pas. Parce que c'est une des arénas les plus désuètes de la Ligue. C'est en ce moment, là, c'est comme... ça a été construit pour les Olympiques à l'époque. Puis bon, en fait, les Flames ne sont même pas propriétaires. Ils sont locataires de l'aréna. Oui, Stampede. La Stampede. Et donc, bref, l'aréna, c'est le gros sujet de l'heure à Calgary. Les gens ils ont besoin d'une nouvelle aréna. La ville ne veut pas payer, mais les Flames ne veulent pas non plus tout payer. Mm-hmm. Fait que là, c'est comme un peu stallé là. Là, Bettman, il dit « Ouais, ben là, ce serait temps que vous ayez une nouvelle aréna, les boys. » Parce que là, c'est comme un peu... Il y a comme un peu cette situation-là qui est comme... Puis là, il y en a qui commencent à parler que ça pourrait déménager. Puis bon, il y a des menaces. Qu'est-ce qui se passe avec ça, Martin? Le maire, il veut que les propriétaires, parce qu'il dit que les propriétaires sont financièrement bien, c'est eux autres qui devraient payer pour l'aréna. Et puis, tu regardes à Edmonton, Daryl Cates, il n'est pas payé par l'aréna, il y a de l'argent aussi. Il n'est pas capable. À Edmonton, il n'a pas payé l'aréna, c'est ça que tu dis? Oui, il a donné, mettons, un pourcentage, il a payé une certaine partie. Mais la majorité, c'était les taxes. Okay. Le gouvernement qui a payé le reste. Et puis, ici, pour une raison ou une autre, le maire ne veut pas embarquer là-dedans, puis il essaie de pousser nos propriétaires à eux autres qui payent pour le building. Faut quand même que tu réalises que le monde que les Flames engagent ici, les taxes que les joueurs payent, c'est quand même gros. On a tellement de monde qui travaille pour les Stampeders, les Flames, les Hitmen, les Roughnecks. On a beaucoup de monde. Fait que ça promouvoit puis ça emploie beaucoup de monde. Surtout dans c'est bon pour l'économie locale. Surtout dans une ville que
maintenant, c'est pas facile avec le pétrole et plus ce qui était. Oui, exactement. Fait que je pense que ça l'aiderait. Comme à Edmonton, tu vas dans le centre-ville d'Edmonton, maintenant, c'est vibrant. Il y a un boost, la ville est électrisée. Fait que moi, je pense que ça l'aiderait ici. Mais le maire n'en parle pas. Ce qui arrive présentement, c'est que nos propriétaires ont dit non, on arrête. Le maire ne veut pas embarquer, on arrête. Ça ne donne rien de continuer à parler. Ouais. Et puis, les rumeurs présentement, c'est que Houston aux États-Unis. Il serait prêt à faire une offre qui serait assez belle pour dire demain, les Flames partent à Houston. Ce qui va arriver au maire, c'est que c'est bien d'essayer de faire, tenir son bout. Là, à un moment donné... Tu veux-tu encore ton équipe ou tu veux plus? Oui, exactement. Fait que selon toi, ce serait quoi la solution? C'est que la ville paye une partie? Je suis certain, c'est comme dans n'importe quoi que tu négocies, il y a un compromis en deux côtés, puis j'imagine qu'ils seraient capables de trouver. J'ai vérifié parce que j'ai beaucoup étudié un peu le dossier avant de venir te parler, parce que c'était quand même assez complexe. Ça s'étale sur des mois. J'ai vérifié, ça dépend tellement des villes. À Montréal, le Centre Bell... c'est vraiment Molson qui l'ont payé. Ah ouais. Mais Molson, en fait, c'est un aréna, mais c'est un amphithéâtre de spectacle. Puis c'est peut-être j'ai lu que c'était dans les plus utilisés en Amérique du Nord. Ah, c'est vrai? Fait que eux, là, t'es pas mal gagnant à payer leur aréna parce que il est tellement rentable, cet aréna-là. Ouais. Je veux dire, le cash va directement dans les poches. Je pense aussi que ce qui est désavantageux, je pense, pour Calgary en ce moment, c'est que si les Calgary, les owners sont propriétaires d'un nouvel aréna, les taxes qu'ils payent, qu'ils paieraient seraient quand même importantes. Ouais. Alors que comme locataire, c'est comme quand tu loues un appartement. Tu payes pas les taxes. C'est le propriétaire qui paye ça. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs à ça. Mais avec Gary Bettman qui a l'air de un petit peu poussé pour que ça se règle, parce que là, c'est un peu tannant. Ouais. Tu penses-tu qu'il y a une solution imminente qui s'en vient? Non, mais là, il se parle pas. Il se parle pas. Fait qu'il y a pas rien, il y a pas de communication. Fait que j'imagine que ça va nulle part présentement. À suivre le dossier du Saladon, qui est vraiment un aréna qui est peut-être le plus vieux de la Ligue. Puis tantôt, je parlais de celui de Montréal, mais celui de Québec qui a été financé, par exemple, avec les taxes. Ah, ouais. Puis ils n'ont pas encore d'équipe, puis là, ça met les gens encore plus ils sont fâchés, ouais. C'est parce que, tu sais, tout le monde a payé une aréna, mais là, il n'y a pas d'équipe. En tout exactement. Cas, d'ailleurs, tu penses qu'ils vont en avoir une? Ben, c'est drôle parce que j'allais te demander, tu as joué pour les Hurricanes. Ouais. Puis les Hurricanes étaient... Parce que, je sais pas si ils viennent d'être vendus. Ils viennent d'être vendus avec une condition de ne pas déménager l'équipe, si je ne me trompe pas. Ouais. Puis je sais que... en fait, Bettman a rendu clair que si une équipe à Québec, c'est pas par expansion, parce qu'il y a déjà trop d'équipes dans l'Est versus l'Ouest. Donc, il faut que ce soit une équipe de l'Est qui va mal, qui déménage. Pendant longtemps, on parlait des Panthers. Les Panthers, ça va mieux. Arizona, eux sont dans l'Ouest. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme ça marche pas. Puis ceux qui allaient mal, c'était les Hurricanes. Mais là, ils ont été vendus. Puis je sais pas si... Puis les Islanders. Mais les Islanders, je pense qu'ils ont réglé le problème d'Arena, apparemment. Ouais, mais là, ils reviennent dans Vienne Arena. Mais je pense qu'ils vont construire maintenant. Depuis qu'ils ont vendu, depuis que le propriétaire a vendu, je pense qu'ils... Charles Wang. Ouais, je pense. Fait que, en tout cas, bref. Encore une fois, à suivre. Fait que je suis content, on a réussi l'entrevue sans que le toit nous tombe sur la tête. Ça, c'est quand même le fun. Ouais. Martin, merci beaucoup. Ça fait plaisir. D'avoir pris le temps de jaser avec nous. Fait que là, je pense que c'est le temps d'aller taper 2-3 fesses à Michael Backlund. Good. On va aller voir. OK, c'est bon, merci. OK. Merci beaucoup à Martin Gina qui nous a reçus au Saddle Dome, épisode enregistré dans une loge. C'était fort, fort agréable. Merci beaucoup, Martin. Vous pouvez d'ailleurs, dès aujourd'hui, dès là, avoir accès aux 2 prochains épisodes de Dread sur le Tape avant tout le monde en exclusivité, et ce, à travers notre page Patreon, patreon.com/Dread sur le Tape. Je sais que c'est des mots difficiles à écrire, c'est pour ça que j'ai mis le lien en bio sur notre page Instagram, ou encore que j'ai piné le lien au top de notre page Facebook. Vous avez juste à cliquer là-dessus et boum, ça vous amène à notre page Patreon pour seulement 2 piastres. 2 piastres!
$10 par mois. Vous avez les épisodes d'avance, accès au party secret de Red sur le Tape et plusieurs autres affaires vraiment nice. Ça vaut vraiment la peine. Allez checker notre superbe page Patreon. C'est vraiment cool. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Take it easy, boys and girls. Okay, bye-bye now, bye-bye. Yeah, yeah!